Notre prochain invité, ben, vous le reconnaissez, il vient nous voir une fois par mois, notre député fédéral, Bernard Généreux. Bonjour. Bonjour, bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, en forme? Oui, absolument. Très occupé. Oui. Très occupé. Malgré qu'on ne va pas à Ottawa de ce temps-là, je demeure très occupé dans le comté. En fait, ça va faire drôle à dire, là, mais ça fait presque mon affaire parce que j'avais beaucoup de retard sur les rencontres, sur les appels que je devais faire. Je rencontre beaucoup d'organismes. Évidemment, il y a eu des décisions qui ont été prises l'automne dernier par le gouvernement, par exemple, pour les travailleurs étrangers temporaires, qui mettent à risque des entreprises, qui mettent à risque des chiffres, des corps de travail dans certaines entreprises, à cause que des entreprises, des employés sont obligés de quitter le Canada parce qu'ils n'ont pas de renouvellement de permis. Alors, ça amène toutes sortes de situations. Finalement, on travaille beaucoup avec les entreprises actuellement. Bon, Bernard, vous êtes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Oui. Là, fait qu'on a beaucoup de sujets à discuter. D'abord, moi, je veux vous entendre sur ce qui se passe, le conflit qu'il y a actuellement entre l'Association des propriétaires de boisés privés et le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud. J'ai lu en ondes hier le texte de Max Vidal qu'il a publié, qui a envoyé à tous les médias et qui a publié sur Facebook. Je l'ai lu en ondes parce que, bon, si j'invite M. Nadeau, si j'invite le président du syndicat qui ne répond pas à notre appel, mais c'est important, moi, je vais avoir... nous, on est là pour diffuser de l'information puis donner tous les côtés de la médaille. Mais, bon, M. Vidal qui annonce que le 31 mars, il va cesser une partie de ses activités là, pour Voirie d'Aquam. Le restaurant du club de golf de Saint-Pamphile qui cesserait ses activités. On ne l'a pas écrit de leur part, mais c'est ce qu'on nous dit. M. Généreux, on s'en va où avec ça? Parce que là, les motoneigistes ne peuvent pas passer, donc ça prive des entreprises au sud du comté de quand même, parce qu'on sait que c'est une industrie très lucrative. Là. Oui, absolument. Puis des retombées économiques très importantes, touristiquement particulièrement. En fait, puis à Saint-Adalbert, ils ont pris la décision de réouvrir le restaurant, qui est très alimenté l'hiver par les motoneigistes. Là, ils ont trouvé une solution, en tout cas temporaire. Là, ils vont passer dans un rang au lieu de passer dans les tracts là, normalement, dans les sentiers de motoneige. Écoute, il faut revenir en arrière par rapport à ce conflit-là pour être sûr de bien comprendre. L'année dernière, les producteurs de bois avaient menacé, je vous souvenez, l'hiver dernier, là, au mois de janvier, avaient menacé de fermer les sentiers. Moi, j'avais... Ils les ont fermés. En fait, ils les ont fermés et suite à une rencontre que j'ai organisée, ici même à Montmagny, j'avais convaincu les producteurs en leur disant que j'allais les aider à trouver une solution. À réouvrir les sentiers. Malheureusement, la température n'a pas été trop clémente, puis il y a plu, etc. Donc, la saison hivernale comme mis fin abruptement, là. Et puis, on a réuni tous les acteurs à Montmagny lors d'une rencontre et on s'est entendu pour faire une trêve d'une certaine manière et de voir. Puis moi, j'ai engagé un consultant pour étudier la question de façon comment ça se passait à l'extérieur. Et ce que les producteurs ils ont proposé hier, c'est le modèle gaspésien ou le modèle du Bas-Saint-Laurent, où c'est de façon volontaire. La réalité, c'est, puis je suis totalement d'accord avec les producteurs de bois, à savoir qu'ils devraient avoir le choix d'être capables de dire oui, je vais vers le syndicat, parce qu'il y a plusieurs qui possiblement iraient vers le syndicat, mais d'autres qui aimeraient mieux conserver leurs possibilités, parce que le bois debout, bois debout leur appartient, le bois couché, il leur appartient plus. Moi, je trouve pas ça normal. Il demeure qu'il est sur leur propriété, il devrait continuer à leur appartenir. Moi, je suis pas d'accord avec le syndicat, je suis toujours pas d'accord avec le syndicat, mais le syndicat, il y a eu un jugement complètement à l'extérieur du monde politique, là, j'entends, par la régie, qui est indépendante du politique, au Québec, en passant, ça n'a rien à voir avec le fédéral, là. Mais la régie a décidé que le modèle que le syndicat proposait, ce serait le meilleur pour l'ensemble des producteurs de bois de la Côte-du-Sud. Ce qui est contesté par 3 groupes différents actuellement, en cours supérieure. À partir du moment où quelque chose est rendu judiciarisé et contesté, c'est quand même que tu ferais des moyens de pression, ça ne change rien, là. Alors, c'est là où moi, je suis en désaccord avec les producteurs de bois, et je considère que ça donne rien de faire ça, parce que ça donne rien pour eux, puis ça donne encore moins rien à l'économie régionale, parce que on se doit d'être solidaires, tout le monde ensemble. Et là, les MRC, parce que tous les commerces, le monde touristique actuellement, hivernal particulièrement, sont touchés par le commerce hivernal touristiquement,
est vraiment, écoute, sont dans tous leurs états et avec raison. Parce que, puis Max Vidal en est un exemple, là. Il vit l'hiver avec les gens qui viennent chez eux en motoneige. S'ils peuvent pas se rendre chez eux, tu viens de couper les ponts, là, ça n'a pas de sens. Puis quand on pense que notre économie régionale, elle est fondée essentiellement sur la solidarité de tout le monde ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne, une région puis une communauté, là. Alors, si tu fais mal à une partie de ta communauté, tu fais mal à l'ensemble de la communauté. Moi, c'est pour ça que j'ai découragé ces gens-là de ne pas faire ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font actuellement, de bloquer les sentiers de motoneige. Ça leur donnera rien, parce que le syndicat ne changera pas d'idée. C'est en contestation devant la Cour, et c'est la Cour qui va décider si les arguments de ceux qui contestent sont bons et qu'ils redonneraient raison à l'ensemble des membres du syndicat et des producteurs de bois. Mais en attendant, là, on vient de scraper notre économie. C'est carrément ce qu'on est en train de faire, malheureusement. OK. Je suis un peu surpris de votre réaction, mais... C'est ça, la réalité. Okay. C'est ça, la réalité. La réalité, c'est que quand on va être obligé d'aller faire 25-30 km pour aller chercher une pinte de lait, on va peut-être se rendre compte que finalement, c'était peut-être pas le bon moyen. Parce que la réalité, c'est que quand il y a des emplois qui sont créés durant l'hiver, qui nous permettent de créer ou donner de l'ouvrage à des gens qui vont travailler dans l'été, que ce soit dans d'autres organisations ou d'autres entreprises, ces gens-là vont demeurer chez nous. S'ils ne demeurent pas chez nous, ils s'en vont ailleurs. Parce que s'ils n'ont pas d'ouvrage, ils vont aller travailler ailleurs. Alors, le fondement même de notre société, c'est la solidarité. La solidarité économique est importante. Les gens, les producteurs de bois, ils ne perdront pas nécessairement d'argent. Ils perdent un droit, selon ce que le syndicat et la régie leur a donné comme prémisse. Ils perdent un droit, c'est-à-dire, puis je suis d'accord avec eux, ils ne devraient pas perdre ce droit-là de décider à qui ils veulent vendre leur bois. Je suis totalement d'accord avec eux. Mais je suis totalement en désaccord avec le fait qu'ils ont décidé de fermer les sentiers de motoneige. Ça donne rien. Ça donne rien puisque c'est en contestation devant la Cour. C'est la Cour qui va décider. C'est comme ça que ça marche dans notre démocratie. Ils ont le droit de manifester. Ils ont le droit de... Il n'y aurait plus solidarité. Il n'y aurait plus les producteurs de bois faire monter équipe et d'aller chercher les municipalités, les entrepreneurs, tout ça. Là, ils se sont mis tout le monde à dos complètement. Je leur ai dit ça l'année passée. J'ai dit, faites pas ça. Allez solidariser tout le monde autour de votre cause. Là, ils ont fait l'inverse. Alors, là, M. Nadeau a confirmé lors de la conférence de presse que tant que ce ne sera pas, s'ils n'ont pas de réponse du syndicat. Alors, ce que je comprends, on s'en reparlera dans 5 ans, quand il n'y aura plus de restaurants puis de dépanneurs là, qui est dans les hauts du comté, là, ils se regarderont dans le miroir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, ce que je comprends, puisque les gens au niveau touristique ou les gens d'affaires au sud du comté doivent penser que les sentiers n'ouvriront pas. Écoute, inévitablement, ça va finir par passer en cour, puis il y a quelqu'un qui va avoir raison. La cour va donner raison, soit au syndicat, soit au producteur de bois. Non, mais en attendant, il n'y a rien qui peut se passer. Comprenez-vous? Le syndicat ne changera pas d'idée. Puis même si le syndicat, à partir du 1er février, a le droit absolu sur l'ensemble du bois sur son territoire, puis que les gens n'auront pas le choix de leur vendre le bois. Si la décision de la régie est contestée, puis que la contestation est gagnante pour les producteurs de bois, ils vont reprendre le droit de vendre le bois à qui ils veulent. Si la régie change d'idée. Juste pour mais bien ça va comprendre. se décider dans 1 an, dans 2 ans. En attendant, là, on fait quoi? On ferme nos commerces régionaux. Juste pour bien comprendre, le 1er février, il se passe quoi, là, exactement? C'est le syndicat qui devient propriétaire de tout le bois couché dans la côte du Sud. OK. C'est ça qui va arriver. Puis ils vont le vendre, puis ils vont le transporter, puis ils vont faire toute la job que les producteurs faisaient eux-mêmes. Et là, les producteurs n'auront plus la possibilité de le vendre eux-mêmes. Ils vont avoir leur argent pareil. Ils vont perdre la légitimité de leur bois couché dans leur terrain. Puis je suis d'accord avec eux. Je le répète, là, je suis d'accord avec eux. Le syndicat ne devrait pas avoir un droit absolu sur le bois qui va être couché sur ma terre ou sur leur terre. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais la façon dont ça marche démocratiquement au Québec, c'est qu'il y a une décision qui a été prise par une régie qui est individuellement, est en dehors du gouvernement du Québec puis du Canada. Ça n'a même pas à voir, je le répète, ça n'a rien à voir au fédéral. Mais la réalité, c'est qu'il y a une décision qui a été prise et qu'on soit ou qu'on l'ait contestée. Elle est contestée, cette décision-là, déjà. Par les producteurs, par il y a 3 organismes qui la contestent. Alors, les juges, c'est comme ça que ça marche, la démocratie au Québec. Les juges vont prendre une décision, ils vont donner raison aux producteurs ou ils vont donner raison complètement ou partiellement aux producteurs ou aux syndicats. Puis on verra ce que ça va donner par la suite. Mais en attendant, là, que les sentiers de motoneige soient ouverts ou fermés, là, ça ne change rien de ce qui va se passer demain matin, le 1er février. Le syndicat a le droit, selon la régie, de faire ce qu'ils vont faire. OK. C'est on ne peut plus clair. Maintenant,
Sur une note plus joyeuse, un peu, là. En fin de semaine, il y avait beaucoup d'activités à Saint-Marcel et aussi à Saint-Cyril-de-Lessard. Et vous avez passé une partie de la journée, du moins un 5 à 7 à Saint-Cyril avec la ministre Guilbeault, là, qui a accompagné Mathieu Rivet là, à la Pocatière Saint-Pascal. Et 5 à 7 à Saint-Cyril-de-Lessard. Vous êtes allé à Saint-Marcel aussi. Oui. Bon, Comment vous sentez ça? D'abord, votre journée avec Geneviève, ça s'est bien passé? Ben, c'était quelques heures, là. C'est pas une journée complète, mais ça s'est très bien passé. Je la connaissais pas. Je l'avais jamais rencontrée, donc ça a été vraiment un plaisir pour moi de la rencontrer. Et je trouve ça important que les ministres, important, parce que c'est la vice-première ministre, en passant, là. C'est pas la numéro 10 ou 20, là. C'est la vice-première ministre du Canada, du Québec, pardon. Donc, qu'elle prenne le temps. Puis d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de souper avec elle. Et je lui ai dit, tu trouves le temps dans ton horaire de venir dans nos régions. Je trouve ça super. Là. C'est important. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord. Politiquement, il y a bien du monde qui sont pas conservateurs, là, en passant. Là. Donc, moi, je parle avec plein de monde. D'ailleurs, avant de rentrer en ondes, je parlais avec quelqu'un qui est pas conservateur puis qui aime pas mon chef. Mais moi, j'ai pas de problème à jaser avec ces gens-là. Ça fait partie de la démocratie. On doit s'exprimer. Alors que les gens soient d'accord avec ou non les décisions de la CAQ, sincèrement, dans nos régions, c'est important qu'on puisse sentir la présence de ces gens qui prennent des décisions, puis qu'on puisse avoir des conversations, je dirais, humaines entre nous, mais aussi importantes. Parce qu'on doit être challengés, nous autres, en tant qu'élus. On se doit de se faire dire ce que les gens pensent. Puis on doit être à l'écoute. Mais pour être à l'écoute, là, moi, c'est ce qui me permet d'être aussi connecté sur ma région. Je suis partout, j'essaie d'être partout. Puis puis les gens me le disent, j'aime pas ton chef, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Je leur dis, vous allez voir, ils vont en campagne électorale, vous aurez l'intention de juger comment il est. Parce que la pression qu'on a des politiciens, c'est souvent par les médias. Et on n'a pas le choix, on peut pas leur toucher, on peut pas les voir, on peut pas leur parler. On sait beaucoup par le biais des médias nationaux, particulièrement, puis qui sont 24 heures sur 24, qui nous répètent la même nouvelle pendant 24 heures. Les gens finissent par se faire une idée sans véritablement avoir eu l'opportunité de jaser avec ces gens-là. Pierre Poilievre, d'ailleurs, était à Rivière-du-Loup la semaine dernière. Contact incroyable avec le monde, là. Quand les gens ont le plaisir de le rencontrer, ils voient que c'est un homme qui est à l'écoute puis qui est capable de comprendre les problématiques des gens. Est-ce qu'il y a encore des panneaux de Montmagny sur le bord de la 20 pour indiquer qu'il y a 4 sorties, là? Oui, il y en a encore. D'ailleurs, Michel. Ça fait 2 fois qu'il passe tout droit, là. C'est pas parce que j'ai pas essayé, je te jure, j'ai mis beaucoup de pression. Non, mais malheureusement, il n'y a pas d'ordre. C'est parce que ça allait au Nouveau-Brunswick. Il y a encore des panneaux sur le bord de la 20 pour indiquer qu'il y a des sorties à Montmagny. Il y a encore des panneaux sur le bord de la 20. M. Poilievre ne les voit pas. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour être capable de... Mais ça fait 2 fois qu'il passe. Je le sais. Bon, OK. Ça m'a fait du bien de vous le dire. mais je te le dis, là, c'est pas par mauvaise foi. Puis d'ailleurs, il y a d'autres médias qui s'en sont plaints aussi, là, malheureusement, qui n'ont pas eu à avoir accès à lui. Mais il a quand même fait 8 entrevues à Rivière-du-Loup. Là. Donc, il a fait vraiment la région de Rivière-du-Loup a été couverte de A à Z. Et on a eu des bons commentaires à la fois de Jean Damour et de Daniel Saint-Pierre, qui sont pas des conservateurs dans l'ombre, on va dire ça de même, là, mais qui ont dit que Pierre avait bien répondu aux questions, puis il s'est pas caché devant n'importe quel épouvantail, là. Il a répondu bien franchement aux questions qui lui étaient posées, puis c'était pas des questions faciles, une entre autres sur les médias régionaux. Et là, Pierre a répondu très sincèrement. Il y a trop d'argent qui s'en va dans les grandes villes, comme Toronto particulièrement, et à CBC, entre autres, là, où on envoie 1,5 milliard pour CBC Radio-Canada. Et il n'y a pas question qu'on coupe Radio-Canada, mais qu'on coupe CBC absolument. Puis il y a 3% de l'électorat canadien qui regarde CBC. Alors, on ne va pas dépenser 1 milliard pour 3% de la population. Il y a moyen de mettre l'argent dans les médias locaux et régionaux. Et c'est ce qu'on va faire. On a eu l'invitation, mais malheureusement, c'est à Rivière-du-Loup. C'était loin pour aller réaliser une entrevue de 10 minutes, mais on espère bien qu'un jour, il va voir des panneaux de la ville de Montmagny. Il y a des panneaux, Michel. Okay. T'inquiète pas, il y a des panneaux. Bernard, on va s'arrêter. Puis, on va revenir, et là, on va y aller plus au niveau national. Ce qui se passe avec la prorogation du Parlement. Ce qui se passe avec l'élection de la chefferie du Parti libéral. Alors que M. Carney monte dans les sondages, le Parti libéral qui a monté. Alors, on va changer de tout ça dans quelques instants. Donc, Bernard reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et là, on va y aller plus ce qui se passe au niveau national pour ce qui se passe en politique fédérale. Donc, restez avec nous. On revient dans quelques instants. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud.
Alors, on revient avec notre invité, Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bernard, là, on va parler plus de ce qui se passe parce que est-ce que je peux utiliser le terme « ça brasse » Oui, en fait. Je le dis sur le bout des lèvres, mais bon, ça va brasser. D'abord, prorogation du gouvernement. Je dirais plus, ça va brasser. OK. Prorogation du gouvernement. Oui. M. Trudeau qui annonce sa démission. Oui. L'élection à la chefferie du Parti libéral du Canada. Oui. Les sondages du Parti libéral qui ont monté, malgré ce que vous en pensez. Ça en fait beaucoup en même temps. Et là, il nous reste 9 minutes. Alors, moi, je veux vous entendre d'abord. Il se passe quoi, là, actuellement? Parce que là, comme le gouvernement est prorogé, c'est quoi, là? Ça veut dire qu'après, d'ici au 24 mars, il se passe rien. Oui. Écoute, j'aurais fait une entrevue avec toi il y a 2 jours. OK? Mon propos aurait été différent. Hier, Jack Mixon est sorti en disant que finalement, avec ce qui s'en vient, avec les États-Unis, avec les tarifs... je veux vous entendre là-dessus aussi. Peut-être finalement que je vais peut-être appuyer les libéraux pour ne pas laisser tomber les travailleurs et les entreprises. Bon. Un autre, il vient de revirer encore sa chape de bord. M. Singh n'est pas capable de prendre une position ferme par rapport à ce gouvernement-là. On l'a vu l'automne dernier, on a même repris ses propres mots par rapport à comment il décrivait le gouvernement. On l'a mis dans une motion, puis il a voté contre. Alors, il a voté contre ses propres propos par rapport au gouvernement. Là, il s'apprête potentiellement, encore une fois, à donner raison aux libéraux en allant potentiellement dire « je vais voter avec les libéraux pour aider l'ensemble de la population ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va donner encore des milliards, des centaines de milliards de dollars à la population. Bon, on sait qu'il y a des programmes de soutien, là, que si... En fait, il y aura... Il y a des milliards qui ont été avancés, que c'est des programmes de soutien, de l'assurance-emploi, etc. Là. Bon, premièrement, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, ça, c'est la première des choses. OK, alors, est-ce que M. Trump, parce que Est-ce que vous pensez, Bernard, qu'il va mettre à exécution ce qu'il dit? Possiblement. Parce qu'on connaît le bonhomme un peu. Possiblement, mais la réalité, regardez ce qui s'est passé avec la Colombie. M. Trump a rempli des avions militaires avec des Colombiens pour les ramener chez eux. Le président a dit, vous n'allez pas atterrir ici, il n'en est pas question. Alors, ils ont retourné le monde aux États-Unis. Puis le président a dit, ouais, OK, je vais vous mettre des tarifs de 25 %. Alors, sur la Colombie, tout ce qui rentre aux États-Unis. Puis on recule. Alors, puis là, ils ont la portion diplomatique, parce que M. Trump, là, entre vous puis moi, la façon dont ça marche aux États-Unis, il y a plusieurs étages dans la politique américaine. Il y a le Sénat, il y a le Congrès, il y a le président, puis il y a l'administratif. Donc, il y a l'exécutif, puis il y a l'administratif. Quand tu tombes dans l'administratif, eux autres, ils se parlent entre eux autres, puis ils disent, ouais, on peut-tu faire d'autres choses? Ouais, OK. Finalement, ils ont décidé tu vas ramener le monde chez nous, mais par des avions commerciaux, pas par des avions militaires, parce que c'est pas une gang de voleurs. Il y en a là-dedans, c'est du monde comme vous puis moi, ils sont illégaux aux États-Unis. Oui, ils ont enfreint la loi américaine, mais ils n'ont pas tué personne, là. Alors, le président colombien a dit, ramenez-les dans des avions, on va les prendre, mais dans des avions commerciaux, pas des avions militaires. Alors, ils ont décidé, M. Trump, de canceller les fameux 25 % qu'ils avaient décidé de mettre. Ça s'est fait en quelques heures. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec le Canada? Ouais, M. Trump dit par rapport au Canada... Il n'est pas tendre envers le Canada. Il n'est pas tendre avec le Canada, mais c'est sa façon d'être. Il faut arrêter de capoter, là. C'est sa façon d'être. Il met des affaires comme ça en disant qu'on a 250, 300 milliards de déficit commercial. Écoute, c'est à peu près 25 milliards de déficit commercial, la réalité. Il multiplie ça par 10. Il dit que nos frontières, ça n'a pas de bon sens, c'est une passoire. Oui, c'est une passoire, mais pas au niveau de ce que lui dit. Là. Le fentanyl, il rentre par le Mexique pas mal plus qu'il rentre par le Canada aux États-Unis. Là. Soyons clairs. Mais ça n'empêche pas que on a des devoirs à faire. Et on doit s'assurer qu'on va faire ces devoirs-là. Donc, le gouvernement a déjà annoncé des mesures pour la passoire, pour la frontière. Alors, il a déjà annoncé. Mais ça, c'est quel lapsus? Oui, c'est ça. Mais ce sont des mesures que le gouvernement a décidé de prendre qui n'ont pas été débattues en Chambre des communes puisque la Chambre est fermée. Et là, potentiellement, le gouvernement pourrait décider, M. Trudeau pourrait décider que... Parce qu'il est encore premier ministre. Parce qu'il est encore premier ministre jusqu'au 9 mars. Donc, dans 5 semaines. Il est encore premier ministre pour presque 6 semaines. Alors, il pourrait décider de dire, si M. Trump met les tarifs, il pourrait dire, OK, on va faire un plan, on va donner OK, premièrement, à qui tu vas donner ça? À quel montant? Je veux dire, il faut que ça soit débattu en Chambre des communes. C'est le principe même de la démocratie qu'il y ait des questions qui soient posées au gouvernement par rapport à ce qu'ils vont faire. Mais est-ce qu'il a le droit, M. Trudeau, de le faire?
Ben oui, il aurait le droit de le faire. Sans passer par la Chambre des communes? Ben oui, il faut qu'il passe par la Chambre. Ben là, il faut qu'il passe par la Chambre des communes pour faire ça. Ce sont des dépenses qui vont être additionnelles parce qu'ils ne sont pas budgétées. Il faut que ça passe par la Chambre des communes. Alors, nous autres, on a dit que si on allait dans la Chambre des communes, quelle que soit la raison, incluant les programmes d'aide, etc., on va voter contre, on veut avoir une élection. Là, M. Singh, il brûle dans le manche. Là, ça veut dire qu'on pourrait se ramasser avec un premier ministre qui est non élu, M. Carney, parce que tout le monde dit que c'est lui qui va être élu, là. Madame, oublie ça, là. C'est fini pour les autres. Là, les appuis sont là pour Carney. Non, oublie ça, c'est là que ça va, c'est clair. Alors, à partir du moment où M. Carney, qui est non élu, il ne pourra même pas mettre les pieds dans la Chambre des communes, cet homme-là. Là. Il va gérer le pays sans même être élu, puis là, il va aller décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Non. Il faut que la Chambre des communes soit rappelée, là, puis au plus vite à part de ça. Alors, entre le 9 et le 24 mars, qu'est-ce qui va se passer? En fait, là, on est dans on le dit, là, la vulnérabilité du Canada, là, c'est M. Trudeau qui nous a mis dans ce pétrin-là. Là, on a de l'air d'une gang d'imbéciles. Là. On a de l'air d'une gang de fous. On est en position de faiblesse par rapport à C'est ça la réalité. Là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y aura pas le choix. Il va falloir que M. Trudeau pourrait même rappeler la Chambre des communes avant le 9 mars pour qu'on puisse en débattre. Ça, c'est fort possible que ça puisse arriver également. Alors, tout est possible. Il va stopper la prorogation. Il va faire un discours du trône avec les ministres qu'il y a déjà autour de lui, là. Puis là, il va faire un discours du trône, puis on va retourner en Chambre des communes, puis on va débattre du plan d'aide. Ça pourrait arriver. Écoute, tout peut arriver, c'est pas compliqué, là. Puis là, M. Singh qui vient nous dire que, peut-être, là, imagine-toi si on retournait en Chambre des communes, puis qu'il sauve les fesses du gouvernement, puis qu'il nous attend, puis qu'il nous ramène ça jusqu'au mois de septembre. Tu disais tantôt qu'on a baissé dans les sondages. On le savait qu'on allait baisser dans les sondages avec un nouveau chef potentiel chez les libéraux. M. Carney, c'est quand même l'ancien gouverneur de la Banque du Canada. C'est quand même un bon candidat, là. Pierre Poilievre nous l'a dit depuis le début, le jour 1 qui est arrivé. On va monter, on va descendre, on va monter, on va descendre. Mais là, on a toujours monté. Là. C'est qu'inévitablement, c'est sûr qu'on va descendre un peu, mais on n'est pas stressé avec ça. Ça fait 10 ans, historiquement, là, les Canadiens veulent avoir un changement de gouvernement au bout de 10 ans. Bon, quel que soit le nouveau chef qui va arriver chez les libéraux, inévitablement, il va y avoir des soubresauts d'un sondage. C'est tout à fait normal. La job, elle se passe sur le terrain. Pierre Poilievre, il est sur le terrain à temps plein actuellement. Il fait des rallyes partout à travers le Canada. Il n'est pas en campagne électorale, là, pour gagner son poste, là. Il est le futur premier ministre du Canada. Il est partout au Canada, sauf... Ah là, dis pas ça. Il était dans le comté. Il était dans le comté. Attends, il reste 2 minutes. Oui. Qu'est-ce que vous l'avez dit un peu, là, mais là, on est en situation de faiblesse par rapport à M. Trump. Comment vous voyez-vous? Vous n'avez pas de boule de cristal, mais en 2 minutes, là, résumez-nous comment vous voyez, là, vous l'avez dit, bon, ça se pourrait que M. Trudeau rappelle le gouvernement, mais on règle ça comment, là? Parce que c'est inquiétant de voir ce qui se passe. Regarde ce que M. Ford a fait en Ontario. Son élection est dans 1 an et demi, là. C'est un gouvernement majoritaire, là. Ouais, là il est dans 1 an et demi, son élection. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclenché des élections. Il y a des élections, puis les élections vont durer 30 jours. Puis dans 30 jours, il va y avoir un nouveau gouvernement, puis qui pense qu'il va être possiblement conservateur encore, mais avec les coups des franges pour être capable de répondre à M. Trump. Il y avait le choix de rester comme ça, parce qu'il était déjà majoritaire, mais il va faire une annonce, je ne sais pas ce qu'il va faire aujourd'hui, mais il va faire une annonce à Windsor, qui est je dirais le cousin germain, le cousin propre même des États-Unis au niveau de tout le monde de l'automobile. Il va aller annoncer des choses par rapport à ça aussi. Inévitablement, on n'a pas le choix d'avoir des réactions qui sont, je dirais, constructives. OK. Pas des rétaliations. Qui n'a pas embarqué avec les autres provinces? Écoute, l'Alberta, là, c'est la province qui vend, en fait, nos échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis, 80%, ou 75%, c'est le pétrole. Alors, cette province-là, elle est différente de l'ensemble des autres provinces au Canada. Et nous autres, c'est l'électricité. On a l'électricité, mais écoute, c'est loin l'électricité par rapport au pétrole qu'on vend. C'est un rapport de force qui est différent, très différent. Puis, si on va mettre on veut continuer à avoir une relation constructive avec... Moi, mon feeling, à moi, personnellement, là, c'est qu'on doit travailler de façon positive avec les États-Unis, de ne pas répondre à ce que M. Trump essaye de faire en faisant une guerre commerciale. On ne gagnera jamais de guerre commerciale avec les Américains. Oubliez ça. On est 10 fois plus petits qu'eux autres. Là. Comment, là? Il y a moyen de faire les choses différemment. Il faut être constructif, il faut être positif, puis regarder l'avenir avec conviction. Ce qu'il va falloir qu'on fasse au Canada, c'est de rendre nos politiques pour aider nos entreprises là, à être plus
plus productive, plus pour se développer faut, encore plus. Ça, il faut changer. Acte de ce qui arrive. Absolument. On est challengé, puis il faut répondre. De toute façon, j'ai demandé à M. Géreux que si jamais il se présentait une situation, qu'il pourrait venir commenter avec nous. Merci d'avoir été avec nous, Bernard. Ça fait plaisir. On va suivre ça de très près. Donc, voilà, ça complète. C'est le temps qui nous pousse un peu. Merci, Bernard. Merci, bonne journée. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lévis-Kamouraska, Rivière-du-Loup, ça complète.